On s'est déjà demandé comment notre corps transforme une simple caresse ou le son d'une musique en une expérience bien réelle dans notre cerveau. C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. Comment le système nerveux arrive à traduire la réalité physique dans le langage de notre esprit. La question de départ peut sembler toute simple, mais la réponse est vraiment fascinante. Comment le cerveau peut-il savoir si on le touche à peine ou si on appuie très fort? C'est ce petit mystère qu'on va décortiquer dans les minutes qui suivent. Alors, pour comprendre, il faut rencontrer le personnage principal de notre histoire, le fuseau neuromusculaire. C'est un capteur de mouvement microscopique enroulé autour de nos fibres musculaires. C'est vraiment là que tout commence, là où un stimulus physique, comme un étirement, est converti en un signal électrique. Tout part donc d'un événement physique. Imaginons quelque chose de simple, un muscle qui s'étire. Eh bien, ce mouvement, purement mécanique, va déclencher toute une cascade d'événements à la pointe de la terminaison nerveuse. C'est le point de départ du message. Concentrons-nous sur ce point A sur l'image. Quand le muscle s'étire, la membrane de cette terminaison nerveuse, elle se déforme littéralement. Cette action physique ouvre des petits canaux, ça laisse entrer des ions, et hop, ça crée une petite décharge électrique. C'est la toute première étape, la traduction initiale du message. Ce premier petit signal, il a un nom, le potentiel de récepteur. Et là, il y a un mot très important, c'est graduel. Ça veut dire que l'intensité du signal électrique est directement proportionnelle à la force de l'étirement. Plus ça tire fort, plus le signal est fort. On pourrait dire que c'est un signal analogique. Mais il a un gros défaut, il perd de sa force très vite en se déplaçant. Et oui, c'est là qu'est le problème. Ce potentiel de récepteur, ce murmure, il est parfait pour dire « Hey, il se passe quelque chose ici ». Mais il est bien trop faible pour crier l'info jusqu'à la moelle épinière et ensuite au cerveau. Il s'éteindrait en chemin. Le corps a donc dû trouver une autre stratégie. Le système nerveux va donc faire quelque chose d'assez génial. Il va transformer ce murmure local, très nuancé, en un cri. Un cri puissant, sans aucune ambiguïté, et capable de voyager sur de très longues distances sans perdre une miette d'information. C'est la deuxième étape et elle est absolument cruciale. Maintenant, regardons ce qui se passe au point B, le premier nœud de Ranvier. On peut le voir comme une sorte de station d'amplification. Si le murmure du potentiel de récepteur arrive jusque-là avec assez de force, s'il atteint un certain seuil critique, alors, et seulement à ce moment-là, il va déclencher un tout nouveau type de signal. Et ce nouveau signal, c'est le fameux potentiel d'action. La différence fondamentale, c'est qu'il n'est pas du tout graduel. Lui, il obéit à la loi du tout ou rien. C'est comme un interrupteur. Soit il est sur on, à pleine puissance, soit il est sur off. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est un signal numérique, parfait pour voyager sans jamais se dégrader. Ce tableau résume ça parfaitement. D'un côté, on a le potentiel de récepteur. C'est notre murmure analogique. Il est nuancé, sa taille varie, mais il est faible et reste local. De l'autre côté, le potentiel d'action, notre cri numérique. Il est binaire, toujours de la même taille, mais il est incroyablement robuste et capable de voyager très loin. Le corps utilise les deux, le premier pour mesurer l'info, le second pour la transmettre. Bon, mais ça nous amène à une question cruciale. Si tous les potentiels d'action, tous ces cris, ont exactement le même volume, comment le cerveau peut-il faire la différence entre un stimulus léger et un stimulus très fort? Comment l'intensité est-elle codée? C'est vraiment la question clé. Si le langage des nerfs est binaire, fait de on et de off de même intensité, comment peut-il transmettre toute la richesse et la nuance du monde réel? La réponse ne se trouve pas dans la taille du signal. Regardons simplement les données. Pour un étirement modéré, le système génère un potentiel d'action, un seul. Mais attention, regardez ce qui se passe avec un étirement fort. Le système ne crée pas un potentiel d'action qui serait plus grand. Non, il en génère plusieurs, en rafale, les uns à la suite des autres, très, très rapidement. Et voilà. La clé du code, c'est la fréquence. Un stimulus faible, c'est un bip. Un stimulus fort, c'est un bip 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 bip, très rapide. Le cerveau ne mesure pas le volume de chaque cri, mais combien de cris il entend par seconde. C'est un codage en modulation de fréquence. C'est aussi simple et absolument génial que ça. Et maintenant, le plus fascinant, c'est que ce mécanisme qu'on vient de voir pour un étirement de muscle, ce n'est pas une exception. C'est la règle fondamentale pour la quasi-totalité de nos sensations. C'est le langage universel de notre système nerveux. Ce grand processus de traduction, ça s'appelle la transduction. Que ce soit l'énergie mécanique d'un son, l'énergie thermique du chaud et du froid, ou l'énergie lumineuse qui frappe notre rétine, tous nos capteurs sensoriels sont en fait des traducteurs. Ils convertissent toutes ces formes d'énergie en la seule chose que le cerveau peut comprendre, des potentiels d'action. Et ça nous laisse avec une dernière pensée qui est assez vertigineuse. Si le code est universel, si un potentiel d'action qui vient de l'œil ressemble trait pour trait à un potentiel d'action qui vient de la peau, comment le cerveau sait-il s'il est en train de voir une couleur ou de sentir une texture?
La réponse ne se trouve plus dans le code lui-même, mais dans le câblage du cerveau. Mais ça, c'est une autre histoire.